Bien, messieurs, dames, on y va. Parti pour le voyage. C'est 2 heures de l'après-midi. Le jour va rester encore 5 heures sur la terre. Mais la nuit éternelle n'est pas loin d'ici dans le ciel. Si les hommes qui partent à leur travail dans la banlieue de la ville, à quelques kilomètres, s'élevaient verticalement seulement de la même distance, ils toucheraient juste au-dessus d'eux et tout de suite la nuit, à 2 heures de l'après-midi, à n'importe quelle heure du jour. À 4 km d'altitude, le ciel est bleu marine. À 8 km, il est violet sombre. À 10 km, le ciel est noir et poussiéreux comme un écroulement de suie. À 20 km de hauteur, le ciel est plus noir que le ciel de la plus noire nuit, malgré l'éclatant soleil, et malgré le soleil, de grosses étoiles vertes le déchirent. D'ici, les bonheurs commencent à se voir en bas sur la terre. Un grand morceau de continent, assez étendu pour qu'on puisse en comprendre la composition et l'économie, des grappes de montagnes, l'eau qui ruisselle, le discours logiquement déroulé des vallées à travers toutes les raisons géologiques des roches, les conclusions des plaines, où déjà la plupart des mystères sont mis à la portée de l'homme, la mer, les contours des caps, des promontoires, la flexion des golfes, l'élan général des terres qui bordent la mer, se prolongeant à ses côtes, avec toutes les tentatives d'amour réciproque des deux matières, des troncs de fleuves, à 50 km de hauteur. Le ciel n'est plus un plafond. Il est à l'intérieur d'un océan de ténèbres. L'énorme soleil ne cache rien. Il est un globe de flammes exactement cerné par la nuit éternelle. Au-delà de lui et tout autour, les étoiles sans reflet. Et en bas, sur la terre, les bonheurs éclatent en lignes de feu. Les fleuves sont maintenant des arbres entiers, écartant leurs branches dans les continents et portant les montagnes au bout de leurs rameaux. La mer que le vent enflamme et souffle, l'incendie des vagues qui galopent de chaque côté dans des immensités d'eau et vient embrasser d'écume toute la flexible bordure des terres, pendant que le large s'éteint dans une couleur verte, d'instant en instant plus sombre, pour soudain rejaillir de flammes quand le vent le frappe de nouveau, la respiration des mers. 1000 km de hauteur. Le dessin des terres que nous avons appelées Afrique, Asie, Amérique. L'Europe ne se voit plus que comme un petit promontoire, une Bretagne de l'Asie. On voit encore le Nil, vert, puis le roulement du globe apporte le lourd Amazone, bleu, puis le Gange, rouge. 10 000 kilomètres. Le globe, enfoncé à mi-flanc dans la nuit, flottant, roulant, faisant d'un côté pétiller les aurores et de l'autre bouillonner la nuit éternelle. Le passage des ombres des nuages, le vert à peine sensible des immensités d'eau, l'ocre léger des étendues de terre. Nous n'avons pas quitté notre monde. Nous ne le quitterons jamais. Mais ce qui pourrait être appelé l'habitation de nos douleurs occupe encore au fond de ces 10 000 kilomètres tout l'espace des 4 points cardinaux. Les changements de saison sont des variations de couleurs d'ordre chimique. L'homme est contenu dans cette chimie. 100 000 kilomètres. Un véhicule humain moderne, une auto par exemple, peut totaliser 100 000 kilomètres.
c'est une distance à notre portée. Nous pouvons faire 100 000 kilomètres. Des corps humains ont parcouru 100 000 kilomètres en rond, perpétuellement noués et renoués sur eux-mêmes, avec les inévitables retours à quoi les obligent les bornes terrestres. Même s'ils avaient parcouru cette distance en ligne parfaitement droite suivant les lois de leur habitat, ils seraient retournés 2 fois à leur point de départ et seraient sur le chemin d'un 3e retour. Ici, la lumière ne se pose plus sur rien. Elle est. Élément du monde, elle existe en soi. Elle compose la nuit éternelle. La nuit, maintenant égale comme un son profond et soutenu, d'où la polyphonie va s'élancer. La vie est un phénomène harmonique, une constante rupture d'équilibre qui engendre un constant appétit d'équilibre. L'univers n'est que vivant. Nous appelons mort le moment où la matière qui nous compose entre dans une série de transformations et que ces transformations, chimiques ou biologiques, ne peuvent plus émouvoir notre esprit. Notre conception de la mort est la plus puissante preuve de notre absolue sujétion. Cette conception est exactement adaptée à notre égocentrisme. Le mot « mort » est purement subjectif. Il n'a de sens que dans cette sujétion. Il ne peut jamais être employé dans un sens objectif. Ce qu'il désignerait n'existe pas dans l'univers. Une cellule, un atome, ne meurt pas, il se transforme. Leur transformation est harmonique, puisqu'elle fait exister des différences sensibles. L'enchaînement de ces transformations, l'espace et le temps qu'ils créent, sont l'univers. Quand Bach fait varier les 7 notes élémentaires et construit par exemple le concerto brandebourgeois numéro 5. Il conçoit humainement l'univers. Il fait se transformer, suivant un plan entièrement subjectif, la matière de chacune de ces notes. La logique Bach transforme la logique son. Il construit un édifice qui, participant des 2 logiques, fait immédiatement partie de l'univers objectif. Il est cependant contenu dans les limites des 7 notes élémentaires. Bach n'a que ces 7 notes à sa disposition. Bach, matière, ne peut rien faire varier, rien faire vivre, par conséquent, hors des limites de ces 7 notes élémentaires. Bach lui-même vit. Il est de la matière qui se transforme seconde par seconde et occupe sa place dans l'univers objectif. Le cœur, l'esprit, l'âme de Bach, ce que j'appelais tout à l'heure sa logique, sont une résultante de sa vie, par conséquent des transformations de sa matière. À ce moment précis où ces transformations de matière, cette vie de la matière, cet homme vivant appelé Bach, atteignent la matière des 7 notes élémentaires et la font varier, elles font s'élancer une construction harmonique qui s'appelle Concerto brandebourgeois numéro 5 et non pas numéro 4 ou 6. Réduisons l'homme appelé Bach aux éléments qui le composeront au moment de ce que les hommes appellent mort. Une autre combinaison des mêmes éléments peut créer la qualité Mozart qui, imposant à la matière des mêmes 7 notes élémentaires des variations sujettes de sa logique,
fera s'élancer des constructions harmoniques appelées symphonie Jupiter ou concerto en ré, qui sont également dans l'ensemble de l'univers objectif. Aucun musicien ne trouvera une note de plus que les 7 élémentaires qui existent pour lui et pour nous. En trouverait-il qu'il ne pourrait pas les utiliser? Un peintre ne peut pas peindre avec de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Les yeux des hommes ne voient pas ces couleurs au-delà du prisme, des appareils que les hommes ont découverts. Une quantité infinie de notes existe de chaque côté de la gamme. Une quantité infinie de couleurs existe de chaque côté du prisme. Une quantité infinie de matière existe de chaque côté des classifications de matière. Une quantité infinie de corps existe de chaque côté de la classification des corps. Une quantité infinie de variations fait vivre la moindre partie de l'univers par rapport à elle-même. Une quantité infinie de variations fait vivre les parties de l'univers par rapport les unes des autres. Chaque partie de l'univers a son prisme, sa gamme, sa classification des corps. Chaque partie de l'univers a son univers. Il n'y a pas de prisme, il n'y a pas de gamme, il n'y a pas de classification des corps, il n'y a pas de limite. Rien dans l'univers ne peut être autre chose que l'univers. C'est la polyphonie qui va s'élancer de la base chantante de la nuit. « 300 000 kilomètres. Une distance encore humaine, nous pouvons la contenir. À peine 300 000 kilomètres, la Lune. Territoire qui a le même raisonnement géologique que le nôtre. Il est 81 fois plus petit que nous. Quand nous regardons la pleine lune au zénith, si elle était grande comme la Terre, son disque couvrirait une énorme étendue de ciel nocturne, comme le couvercle d'une marmite qu'on a juste à peine soulevée. C'est ce que la Terre est à la Lune. Avec sa masse 81 fois plus grande, elle couvre son ciel sur une énorme étendue. Cette matière qui constituait la Lune, avec des océans, des fleuves, des nuages, des pluies, de l'air, quand elle était au plus lointain de la distance où elle avait été lancée, elle se rapprochait lentement de la Terre par une course en spirale. Elle avait à ce moment-là un jour lunaire de 8 jours, mais la masse de la Terre, qui couvrait le 6e du ciel au-dessus d'elle, déterminait dans les océans de la Lune des marées fantastiques. Du côté où la Terre aspirait, toutes les eaux se gonflaient en une immense bosse, une montagne d'eau qui montait dans le ciel à une terrifiante hauteur. Sur cette lune, les gouffres n'étaient pas creusés dans le sol, ils étaient le ciel. Et les océans de la lune pendaient dans le ciel comme de lourdes glaires vertes. C'était hier, 50 millions d'années comptées au rythme de notre cœur. Rien. Et c'était notre terre paisible, regardez-la, couverte d'arbres et de moissons, qui pesait sur ces matières avec un poids divin. Ces énormes montagnes d'océan montaient si haut dans le ciel qu'elles ralentissaient le mouvement de la Lune sur elle-même, amenant peu à peu, à ce jour lunaire, à durer 1 mois, comme maintenant. Et la Lune se rapprochait toujours de la Terre avec ses lentes et larges spirales. Le disque de la Terre s'agrandissait au-dessus d'elle. La force de la Terre rabotait maintenant d'énormes lambeaux d'eau verte. Brusquement, les fleuves déracinés s'arrachèrent des océans, se dressèrent debout sur leurs sources et s'écroulèrent en écrasant leur feuillage dans les profondeurs des typhons. Les océans tombèrent de la Lune comme des serpents verts tombant d'un arbre. Une dernière étreinte secoua dans le ciel les dernières gouttes d'eau de cette terre. L'air de notre terre s'alourdit tendrement d'une humidité qui fait pousser le blé et donne à notre chair son flexible, voluptueux. Sur la Lune, le gouffre est toujours le ciel. Elle continue
à approcher de nous en spirale. Nous continuons à exercer sur elle une succion de plus en plus prenante. Elle approche du point critique des satellites. Elle y éclatera en poussière, avec une lumière éblouissante qui sera sur nous en une seconde. Des blocs de feu écraseront quelques États politiques dans des hurlements telluriques qui feront éclater la capacité des oreilles humaines. Et nous n'entendrons pas le bruit initial du nouvel équilibre qui arrivera sur nous un an après, quand les poussières de lune auront déjà commencé à enrouler autour de nous un anneau comparable à celui de Saturne. Des hommes sourds commenceront sans doute à exploiter les minerais des énormes météorites au milieu d'effroyables carnages guerriers provoqués par ces nouvelles patries de richesses lunaires, pendant que le mariage de milliers d'arcs-en-ciel de couleurs décuplées illuminera toute la longueur de nos jours. Variation simple, la nuit est à peine émue. La symphonie vient juste d'exprimer son besoin d'exister par une simple variation tonique au-dessus de la basse nocturne. Nous sommes dans le gouffre que l'existence du Soleil creuse dans l'espace. Avec les autres planètes, nous tournons sur les parois obliques qui tombent vers le Soleil. C'est le créateur de toutes nos dimensions. Sa lumière met 8 minutes pour nous atteindre. Jusqu'à 5 heures de lumière de lui, il impose sa logique à tous les volumes, tous les poids et toutes les distances. Les 9 planètes tournent autour de lui et de temps en temps se voient. Dans ce gouffre qui existe parce qu'il existe, le Soleil serre autour de lui les masses énormes de matière. Elles tournent sans s'échapper sur des orbites proportionnées à leur distance, dans le temps proportionné à ces distances et à leur masse, mais il souffle dans cet espace le torrent ascendant des micro-organismes, le souffle de la forge chargée de poussière. Il alourdit et écrase dans son sein une matière proprement innommable par aucune de nos sciences, qui atteint 40 millions de degrés de chaleur et existe dans ces 40 millions de degrés. N'existe que dans ces 40 millions de degrés, réciproquement, effet et cause, créant l'existence et le fait. Drame pur. Nous ne pouvons pas savoir, ni même supposer à quelle vitesse les atomes se précipitent les uns contre les autres dans la logique de ces 40 millions de degrés, ni la nature de cette transformation que cette chaleur apporte aux atomes. Nous ne pouvons pas connaître cette forme de vie par rapport à la nôtre. Mais des flammes s'envolent, flottent et claquent au-dessus du Soleil. Elles fusent à 250 000 km de hauteur. Elles retombent. Des abîmes tourbillonnaires écartent en taches d'ombre la lourde boue des gaz embrasés sur des distances 1000 fois supérieures au diamètre terrestre. 3 heures après, une aurore boréale éclairait la Terre dans la pleine nuit du 23 janvier 1938. Elle commençait à 1000 km en l'air et descendait jusqu'à 50 km de nous. Il était 10 heures du soir. De ma fenêtre, je pouvais voir la profondeur du bois d'olivier et distinguer les rameaux jusqu'à 300 mètres. Les labours se voyaient comme en plein jour. Les mésanges s'envolèrent de la forêt d'amandiers. Les coqs chantaient. La vieille piémontaise qui habite à côté de moi se coucha les bras en croix contre la terre et attendit le visage dans la poussière. Sa fille s'enfuit comme une folle à travers les bergers. De la petite ville que ma maison domine montaient de longs hurlements de femmes qui ne cessaient pas. Les habitants d'un village du plateau chargèrent leurs biens sur des charrettes, rassemblèrent les troupeaux et poussèrent les bêtes vers les vallées, le dos courbé, n'osant pas regarder derrière eux. Et au-dessus d'eux, l'énorme blessure de sang traversée de lentes flèches d'or. À Londres, on alerta les pompiers. À Vienne,
on parlait du déclenchement d'une guerre d'invention diabolique. À Graz, les paysans à genoux attendaient le déchirement qui ouvrira l'apocalypse. Les pêcheurs sur la mer, étrangement calmes et illuminés, n'osèrent pas jeter leurs filets. Les communications téléphoniques furent partout interrompues entre les particuliers et entre les États, et tous les bateaux des océans arrêtèrent les machines sur des routes que les boussoles affolées ne pouvaient plus garantir. L'univers n'est pas séparé en deux parties. Nous d'un côté et de l'autre le reste. Nous sommes l'univers et sa passion est notre passion. La vie, si elle ne devait être que cette animation de matière qui va de notre naissance à notre mort, de la naissance à la mort des animaux, poissons, mammifères, reptiles, oiseaux, microbes, et de la naissance à la mort des grands arbres et de l'herbe, il n'y aurait aucune raison d'en parler. Autant voudrait dire qu'elle n'existe pas si elle n'avait que ces fragiles supports. Il faudrait admettre en plus le ridicule paradoxe d'un univers à dualité d'existence inassociable, d'un côté l'univers, de l'autre côté la vie. Mais comme le tissage des fils fait la toile, la vie fait l'univers. Elle est partout, de tous les côtés, dans toute la matière, constamment présente dans le temps, perpétuellement agissante dans le volume. Nous disons que rien ne se passe. Nous regardons autour de nous, les paysages terrestres sont toujours pareils, car tout se modifie sans changer les rapports. Nous sommes ici dans la profondeur même des intenses bouleversements qui sont la vie. Nous ne pouvons même pas sentir des mouvements extrêmement grossiers. Le roulement de la Terre sur elle-même, l'emportement de la Terre le long de son orbite. Nous disons, rien ne se passe, rien ne s'est passé, de mémoire d'homme. Le temps sur lequel s'exerce la mémoire totale de l'humanité ne compte pas pour l'univers. Il se sert du temps spatial. Nous disons que rien ne se passe, et brusquement, nous disons que quelque chose se passe. Parce que le plus grossier d'une variation s'inscrit devant nos sens, quand des milliards de variations de l'univers traversent et modifient la matière, nous traversent et nous modifient, font vivre la matière, nous font vivre, transportent notre composante sur la voie de cette variation qui va, à notre connaissance, du point que nous appelons notre naissance au point que nous appelons notre mort, et de chaque côté déborde ses limites au-delà de notre connaissance. Nous croyons être d'une matière royale. Nous avons imaginé en nous-mêmes l'orgueil de connaître. Nous n'avons de cesse en détour philosophique tant que nous n'avons pas victorieusement affronté notre esprit à la matière de l'univers. Nous ne trouvons de l'espoir que dans l'exercice de notre technique. Choc mutuel de particules, collision d'ondes et d'atomes, libération d'électrons, nos procédés humains ne sont pas autre chose, en plus grossier. La fin du monde est une locution subjective qui n'a de sens que pour nous, et même n'a de sens pour chacun de nous que dans le temps minuscule qui va de notre naissance à notre mort. Au-delà de la planète Mars, entre cette planète et la planète Jupiter, il y a plus de 1300 planètes minuscules, et chaque jour leur nombre s'accroît de nouvelles découvertes. La plus grosse est Pallas, de la grosseur de la Lune. Une des plus petites est Cérès, elle a 100 km de rayon.
Elles sont écarquillées dans un énorme espace. La plus près de Mars et de nous fait le tour du Soleil en 1235 jours. La plus éloignée de nous, vers Jupiter, tourne autour du Soleil en 4 ans et demi. Ce sont les débris d'une planète. Au-delà de Mars, près de nous, quelqu'un de notre famille est mort. Nous mourrons. L'univers vit. Mercure, 16 fois plus petit que la Terre, roule ses 4 saisons en 88 jours dans la proximité torride des gouffres du Soleil, sous le vertige même des variations de la matière. Vénus, enveloppée d'atmosphère comme la Terre, de masse égale à la Terre, cachant sous ses nuages une vraisemblable vie aquatique et extraordinairement végétale, roule ses saisons en 225 jours. Plus loin, Mars, 6 fois plus petit que la Terre, roulant en 687 jours, emporte autour du Soleil ses énormes pôles lourds de glaciers carboniques. Au-delà de Mars, les débris de la planète éclatée roulent leur saison dans des temps éclatés. Au-delà des espaces déchirés par les routes de ces innombrables planètes noires, Jupiter, 1200 fois plus gros que la Terre, roule ses longues saisons le long de 11 ans. Il emporte ses 4 lunes et une énorme scorie noire de la taille de la Terre qui flotte vers son équateur à la surface enflammée de ses matières en fusion. Au-delà, Saturne, 730 fois plus gros que la Terre, dans d'immenses orbes encore plus ralentis, roule pendant 29 ans avant de faire le tour du Soleil, traînant 10 lunes qui montent et descendent dans son ciel comme des balles de feu sur la main d'un immense jongleur et son anneau de poussière de lune où il en a peut-être écrasé 2 ou 3. Au-delà de Saturne, et si profondément enfoncé dans le ciel que les hommes de la Terre lui ont donné le nom même du ciel, Uranus, emportant ses 6 lunes, met 84 ans pour tourner autour du Soleil. Et pourtant, au-delà d'Uranus, la planète Neptune. Et au-delà de Neptune, la planète Pluton. Mais à la planète Pluton sont les bornes de l'univers solaire. Le drame du Soleil s'arrête là, pour ce que nous pouvons en comprendre. La lumière du Soleil met 8 minutes pour aller du Soleil à la Terre. Elle met 5 heures pour aller jusqu'à Pluton. Elle n'est plus qu'une toute petite lumière rouge au fond de la nuit, et Pluton tourne autour de ce tout petit point rouge en 674 ans. Là s'arrête pour nous le volume et le temps créés par l'existence du Soleil et par son drame. Pluton est à la limite extrême de notre connaissance, à la limite extrême de tissus sensuels particulièrement ténus. Les machines matérielles ne suffisent pas pour l'atteindre. Il faut encore ajouter à notre corps sensible les machines spirituellement mathématiques pour le sentir. Mais nous le sentons, et il nous est encore attaché. Il est enfermé dans le volume de notre drame personnel. Le sentiment de notre absolue sécurité cosmique n'existe qu'en raison de notre durée éphémère. L'existence, l'espace et le temps de l'univers solaire vivent, c'est-à-dire sont perpétuellement en suspens dans l'instant précis de leur création. Le verbe créer n'a ni passé, ni futur dans l'univers. Il est essentiellement présent. Le Soleil se brise en planètes, les planètes se brisent en lunes, les lunes se brisent en anneaux de poussière. Les variations de la matière créent inlassablement dans le présent. Il n'y a ni premier ni 7e jour. Il y a l'instant précis de la création et c'est le temps spatial.
5 heures de lumière. À partir d'ici, la lumière devient une mesure. Les limites de Pluton sont infranchissables à nos sens. À partir d'ici, la mesure des espaces se fait avec une unité que nous ne pouvons même pas contenir dans notre esprit, la vitesse de la lumière. Exprimée en kilomètres, elle ne représente rien. Exprimée en temps, elle ne représente rien. 300 000 kilomètres à la seconde. Pour le monde terrestre que nous habitons et devant nos sens humains, cette vitesse est l'immobilité la plus absolue. Le ciel de notre nuit n'est pas seulement habité par Mars, Vénus, le petit Jupiter et l'infime Saturne. Il est même difficile de les distinguer dans les amassements d'étoiles qui couvrent et usent la nuit et luisent comme de la crème de lait sur toute l'étendue des ténèbres. Au moment précis où j'écris ce mot de ténèbres, Sirius est en face de moi, dans l'ouverture de ma fenêtre, avec son éclat vert et ses cornes de feu qui lui poussent pendant qu'on la regarde. Un peu plus haut, il y a toute la constellation d'Orion. Je viens de me dresser de ma table et d'aller me mettre tout près de la nuit. Je vois les Pléiades et Pégase, le taureau à l'œil rouge, les poissons couchés sur l'horizon, la Voie lactée me couvre, le sable infini des étoiles m'entoure. Nous avons admis que la lumière parcourait 300 000 km à la seconde. Nous avons admis que cette vitesse était constante. Pour nous, dont l'habitat n'a que 40 000 km dans toutes les directions. Cette vitesse est l'immobilité totale. Au bout de 8 minutes de cette immobilité totale, la lumière du soleil touche la Terre. Au bout de 5 heures de cette immobilité, la lumière du soleil touche Pluton. Mais au-delà de Pluton, au bout d'1 an de cette effroyable immobilité, elle ne touche rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 4 ans après, la lumière touche Alpha du Centaure, une petite étoile de 5e grandeur, la plus près de nous, mais rien encore de ce que nous voyons dans le ciel. C'est seulement au bout de 8 ans d'immobilité continue, à raison de 300 000 km à la seconde, que la lumière touche Sirius, de la constellation du Grand Chien, Sirius qui est là, devant mes yeux, comme l'éclat d'un silencieux tonnerre vert. Ma propre immensité n'est pas au-delà de ma vie. Elle est ma vie. Des mots nouveaux me parlent d'une passion nouvelle. Je suis surpris de les comprendre tout de suite, d'entendre les correspondances qu'ils éveillent dans les plus infimes parties de moi-même, et au-delà des passions de mon esprit, où je ne reconnais plus que l'écume de la vague pétillante d'une perpétuelle mort, je sens tous les atomes de mon corps s'émouvoir de la passion océane. À mesure que plus profondément s'élargissent les dimensions que je mesure, Vega, 25 ans de lumière, Aldébaran, 60 ans de lumière, Antares, 150 ans, Lépi, 180 ans, Bételgeuse, 260 ans, Rigel, 515 ans de lumière immobile. Et juste au moment où je soupçonne des gouffres creusés sous les gouffres, des profondeurs que l'instantané même sera trop lent à sonder, je comprends le drame de la matière qui impose cet espace et ce temps. Je me sens fait de cette matière, je suis sans frontière avec elle. Dans mon corps, les espaces qui séparent les atomes les uns des autres sont du même ordre que les espaces qui séparent les étoiles les unes des autres. Les étoiles ont des intensités de lumière différentes les unes des autres. Chaque fois, ce peut être en raison de leur distance ou de leur grosseur. Il est d'abord difficile de se représenter le corps qu'elles composent. Le Soleil est une étoile. Les accès de sa passion déchirent brusquement la sensibilité, la poétique et le courage des hommes.
la passion de toutes les étoiles que je vois, je comprends qu'elles composent un corps. Et c'est pour moi un besoin vital de connaître l'anatomie de ce corps et de le construire autour de moi, pour l'habiter. Car j'habite tout ce qui est à la portée de mes sens. Même, et c'est le point où je commence à me fondre, j'habite tout ce qui est à la portée de mon intelligence. Le Soleil est une étoile. C'est même une étoile extrêmement commune. Toutes les étoiles ont des masses égales à celles du Soleil. Mais Antares est 100 millions de fois plus grand que le Soleil. Avec tous les agrandissements dont les hommes essayent d'augmenter son image, il reste un point sans dimension de la constellation du Scorpion, quand elle est largement étendue sur l'horizon de la Terre, occupant tout l'espace du large plateau que j'ai devant moi, couvert d'amandiers fleuris. Antares est un point rouge. Une fleur d'amandier, toute lasse et énervée devant, le cache. Or, son diamètre est 450 fois celui du Soleil. S'il était à la place du Soleil, il couvrirait tout le ciel pendant tout le temps de l'immense chemin courbe de notre orbite. Mais Antares ne pèse pas plus que le Soleil. Il a donc une densité 1 million de fois plus petite. Il troue ma nuit comme une balle de feu. Il est fait d'un gaz 1000 fois plus impalpable que l'air. À l'endroit où il est étoile, pour moi, il n'est rien. La science sur Terre n'a pas encore pu me donner les prolongements nécessaires pour déceler la présence d'un gaz 1000 fois plus léger que l'air. Technique humaine brusquement en plein défaut. J'ai mis toute ma foi, tout mon espoir dans la technique. Je ne peux pas croire que le moteur à explosion soit un procédé aussi barbare que la pénible création du feu dans le barattage sauvage du bois sec. En portant au rouge mon fil de fer dans mes lampes électriques, je ne crois pas en être encore au temps où j'illuminais ma caverne avec le fer rougi dans ma forge. Quand je tourne le bouton de ma TSF et que j'entends la symphonie concertante qu'on joue à Salzbourg, je ne crois pas avoir simplement démesuré au-delà de mes oreilles l'onde de bruit qui coulait dans les corridors de mes forêts ancestrales. Ma vie est un fait inexplicable. La douleur et la joie font subir à la matière de mon corps des variations capitales pour le bonheur de ma vie. Mais au moment même où elles me traversent, elles sont plus invisibles que le vent dans le ciel. Aucune leçon d'anatomie ne peut retrouver dans ma chair le passage de la joie. Elle devrait pourtant marquer sur moi, comme le vent sur un champ de blé, puisqu'elle m'a brusquement tout bouleversé de fond en comble. Il n'y a pas de trace. On a trouvé quelques causes de douleur, mais au moment même où je souffre, où je hurle, où pour ma vie c'est capital, pour la technique humaine, c'est exactement comme si je ne souffrais pas. Elle ne peut pas trouver trace de ma douleur dans la matière objective de mon corps. La vie entière de tout le genre humain est confiée à la technique, et non seulement la vie, mais l'espoir de cette vie, c'est-à-dire la recherche de la joie. L'homme a cherché dans la matière des éléments de plus en plus petits. Il sait bien qu'il y a des influences subtiles. Par un terrible détour de sa science, il s'aperçoit même chaque jour de plus en plus que toute sa vie semble faite de ces influences subtiles. Il en poursuit les manifestations jusqu'au plus profond de lui-même. Il a trouvé la cellule, les atomes, les ions. Et au-delà, rien. Peut-être parce que ce qu'il y a au-delà des ions est trop immense. Le télescope et le
C'est peut-être là que se fait l'amoureux entremêlement impalpable de l'Antarès et de ma chair. Dans cet endroit où, que je regarde ma matière et que je regarde l'étoile, je ne peux rien voir et ne pourrai jamais rien voir, il me semble que je trouve tout d'un coup mes vraies raisons d'existence. À l'extrémité de l'échelle des algues, forme formée de la mer. L'algue pulsatilla irrigue tous ses feuillages transparents avec l'eau même de la mer. Ces vaisseaux intérieurs ne l'arrosent pas d'une sève qui, à partir du point où elle se séparerait de la mer, deviendrait création de la plante. Il l'arrose de simple eau de mer. Et, roulée dans les grondements des eaux enragées, l'herbe est paisiblement l'eau même. Je suis sûrement l'habitant d'un Antarès impalpable, et mon sang est chargé de la passion même de l'étoile. La technique ne pourra jamais être avec moi dans ce farouche mélange. Je comprends soudain l'éminence de la découverte de Mozart. La matière qu'il invente flotte sur la passion de l'étoile comme le duvet des cygnes flotte sur l'eau. Avec elle, elle entre et gronde en moi dans les 1000 cavernes de mon corps. Quand la technique arme ma solitude, la découverte de Mozart me dit la vérité sur ma solitude. Comme une couleur qu'on a jetée dans un gouffre de la montagne, reparaît dans les plaines et les vallées, colorant l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves, elle découvre mon intime mélange avec l'univers. Je n'ai plus besoin de faire décamper les dieux, je campe au milieu d'eux-mêmes. Mais à mesure que s'organise autour de moi l'ordre de l'infinie diversité des passions stellaires, je ne vois encore que des étincellements séparés quand mes harmonies humaines exigent des océans de feu. Je vois des différences de qualité qui n'expliquent encore rien de toute ma richesse, à côté des immenses Antarès, Bételgeuse, Alpha d'Hercule. Les toutes petites étoiles comme celles qui accompagnent Sirius, si contractées et si denses qu'un litre de sa substance pèse 50 000 kilos, les matières opaques au travers desquelles flamboient des flammes immobiles, les ouragans immobiles dans lesquels depuis des milliards de siècles naufrage toujours le même vaisseau d'ombre, les astres noirs, tout me nourrit. Comme la mer nourrit l'algue. Mais j'ai encore besoin de plus, rien que pour m'expliquer la simple richesse de mes sens. La Voie lactée se résout en étoiles. Ce que je vois de la Voie lactée n'est qu'une partie du bord de la nébuleuse galactique. Elle contient le Soleil et ses débris, toutes les étoiles visibles, toutes les constellations, tous les astres noirs, tous les micro-organismes. Elle contient tout ce qui nous touche, tout ce qui nous traverse, tout ce qui nous compose. Cette Voie lactée, qui contient nos villes, nos usines, nos petits employés de banque, contient 165 milliards de soleils. C'est-à-dire qu'en comptant un soleil par seconde, il faudrait 6000 ans, jour et nuit, sans arrêt, pour les compter. Elle ressemble de face à une roue de feu d'artifice. Elle tourne en s'enroulant dans ses bras de feu. Le centre de cette roue est dans la direction de la constellation du Sagittaire. La lumière de ce centre met 30 000 ans pour venir jusqu'à notre Soleil. Notre Soleil, emporté par les bras de feu de la nébuleuse, à raison de 300 000 km à la seconde, met 250 millions d'années pour en faire le tour. Et pour aller d'un bord à l'autre, la lumière met 100 000 ans. Toutes mes mesures humaines sont confondues. Le passé, le présent, le futur, écrasés par cette boue de feu, sont de la boue de feu.
Je ne sais plus me servir ni du présent, ni du passé, ni du futur, qui ont cependant tant d'importance pour ce que je construis. Le présent de la lumière, qui me vient du centre de mon système, est un passé vieux de 30 000 ans. Par exemple, si je photographie le visage de l'univers, le présent que j'ai sur ma plaque n'est qu'une accumulation de passés, de dates différentes. Sur une photographie de la Voie lactée, dans les parages de la constellation du Cygne, pour chaque point qui est un soleil, je n'ai pas la représentation du visage présent de ce soleil, mais la représentation de ce qu'il était il y a 10 000 ans. Pour celui immédiatement à côté, c'est ce qu'il était il y a 8 000 ans, ou 15 000 ans, et ainsi de suite. Tous ces soleils étant suspendus à des distances différentes dans le gouffre du passé. Et pour les taches blanches qui sont sur la photographie, sans que je puisse arriver même avec des loupes extraordinaires à les résoudre en soleil, et qui sont cependant des soleils séparés les uns des autres par des gouffres épouvantables, j'ai la représentation d'une boue de soleil qui n'existe pas, et la représentation d'un mélange extravagant de passé sans signification ni réalité. La lumière est trop lente. L'instantané n'en finit plus de parcourir ces espaces. Dans cet éclair qu'est ma vie, j'ai mesuré scrupuleusement toutes les parcelles de mon temps. J'en ai une représentation linéaire, une ligne droite allongée sur un plan. C'est ce que j'appelle mon histoire, l'histoire de l'humanité. Et maintenant, je vois le temps comme un volume rond. L'histoire de l'univers, qui contient l'ensemble de toute mon histoire, est étroitement enroulée sur elle-même. La création ne peut pas commencer puis continuer. Elle ne peut être placée à un point du passé comme une chose qui s'est une fois accomplie. Elle s'accomplit tout le temps, c'est-à-dire dans tout l'espace du temps. Elle ne peut avoir ni passé ni futur, elle est. Et sa seule raison est d'être. Elle anime, c'est-à-dire elle donne à la matière un appétit de forme. Il ne peut y avoir de passé, c'est-à-dire de forme sans temps. Il ne peut y avoir de futur, c'est-à-dire de temps sans forme. La vie tout entière vit dans le temps des formes. C'est une vie absolue dans un présent absolu. C'est la création qui anime tous les états de la matière dans un temps-volume en expansion. Elle n'est extérieure à rien. La création est intérieure et extérieure à tout. Elle n'est arrêtée par aucun obstacle. Entassement de granit, peau humaine, écorce, elle pénètre tout. Elle se prolonge à travers toutes les parties de l'univers, exactement semblable à elle-même, à l'intérieur et à l'extérieur des corps, création unique qui emploie le temps de toutes les formes. La multiplicité des formes créées détermine les dimensions de l'univers galactique. Ici, brusquement, je comprends que l'univers doit être extraordinairement plus vaste encore. Ça a l'air d'un sens instinctif. C'est une obligation logique. Je suis étonné d'être si étroitement lié à ces lointains équilibres. Je suis obligé de parler de la faune et de la flore, des gaz et des océans qu'ils contiennent, de me servir des termes même de ma passion terrestre, si je veux comprendre sensuellement la passion générale de la création. Car un peuplier qui bruit dans le vent, je le comprends avec mon corps. Un chat qui joue au soleil, ou l'éclair verdâtre de la truite dans le ruisseau brun, je les comprends avec mon corps. Ces images ont un dynamisme sensuel qui me permet de créer les équivalences. C'est le mieux de ce que je peux faire pour animer subjectivement
autour de moi-même la création objective qui sans cesse me crée. La vie qui me permet d'accomplir l'acte le plus simple existe dans Antares, dans le Soleil, dans le compagnon de Sirius, où tout est si contracté, dans tous les grains de sable de tous les limons phosphorescents de la Voie lactée. À mesure que nous entrons dans la passion de ces milliards de soleils, dans les remous des boues lumineuses de l'univers galactique, l'intensité des passions diverses multiplie les raisons de ma logique individuelle et les richesses qui y sont attachées. Je suis devant de nouvelles mesures que la lumière même ne peut plus parcourir. Rien que dans les parages de la couronne boréale, je découvre des amas lointains de nébuleuses spirales de dimensions semblables à la nébuleuse galactique, mais si nombreuses que, sur une petite photographie de 15 cm de côté, ces nébuleuses luisent comme des alevins dans un baquet d'eau. La lumière qui me vient de ces lointains amas, traversant le volume commandé par ces masses et leur puissance de forme, met 140 millions d'années pour arriver jusqu'à moi. J'ai beau me dire que la lumière fait 300 000 km à la seconde, c'est sans aucune signification. Mes mesures n'ont aucune réalité. Je ne peux pas les appliquer à l'univers, c'est pourtant ce que je fais constamment. C'est de la constante application de mes mesures à l'univers que j'ai fait naître toute ma technique. Mais je vois plus loin. Je constate que je ne suis pas l'esclave de l'univers, que je participe à toutes ces libertés. L'univers ne me cache aucune vérité. Elles sont toutes en moi et devant moi. Et en effet, il faut bien que ce soit ainsi, car je ne peux pas vivre faussement dans un monde réel. Je possède même si complètement ces vérités que je leur obéis machinalement, comme j'obéis machinalement à la contraction de mon cœur, un acte qui est précisément une vérité universelle. Quand j'ai dit que la lumière était immobile, l'ayant constaté subjectivement dans mon habitat, c'est moi qui avais raison contre les savants. Ayant essayé d'être objectif, ils sont tombés dans une suggestion plus grande que la mienne. Ils sont devenus sujets d'eux-mêmes, désormais incapables d'être touchés par la vérité instinctive. La lumière est immobile. Les 140 millions d'années qu'elle met pour traverser jusqu'à moi l'espace des amas nébulaires de la couronne boréale, je comprends bien qu'autour de ce gouffre, il y a des milliards de gouffres, et que la lumière y sera embarrassée dans tant de zéros de milliards et de milliards d'années, que je serai enfin autorisé à dire qu'elle est parfaitement immobile, là-bas, comme ici. Ainsi, cet enseignement qui est là-bas dans l'univers, il est ici également, dans mon habitat, à ma portée. Et cette vérité est en moi, comme toutes les vérités universelles sont en moi. Mais je les possède comme l'homme qui a par exemple 20 ans de conduite automobile ininterrompue possède l'art de conduire l'automobile. Par réflexe instinctif, sans y penser. Celui-là, nous disons que c'est un conducteur parfait parce qu'il fait ce qu'il fait sans y penser instinctivement, parce que c'est devenu sa nature. Nous comprenons que c'est devenu parfait parce que c'est devenu naturel pour cet homme de conduire une automobile. Voilà exactement la position de l'homme devant sa propre technique. Pour qu'il puisse s'en servir parfaitement, il faut qu'il intègre sa technique aux vérités instinctives et qu'elles lui deviennent ainsi naturelles. Quand je vis sans y penser, je vis parfaitement. Je conduis ma vie selon les réflexes instinctifs. Je sais parfaitement faire ce travail-là. J'y suis entièrement naturel. Mais si, à chaque instant de cette conduite, instruit des raisons et y attachant mon esprit,
je me demande ce qui est en train de se passer dans l'engrenage de mon volant ou au bout du câble de mon frein. Si chaque fois, pour ce que je faisais avant d'emblée, je ne me décide qu'après avoir scientifiquement choisi dans l'alternative, je vais à la catastrophe. Ou toutefois, je suis un mauvais conducteur et la catastrophe est possible. Ça y est. L'homme véritable émerge de sa longue traversée de la nuit et du jour. La divine vérité parle à haute voix. Toutes les mesures de l'univers retournent à l'humain, comme elles retournent à chaque animation de matière. Il est bien entendu que notre vie manque totalement son but si nous l'employons à acquérir la richesse monétaire pour notre individu, ou la richesse territoriale pour une masse d'individus que nous appelons nation ou patrie. Le naturel emploi de la vie, c'est vivre. Vivre, c'est chercher la joie naturelle. La joie n'est ni un produit social, ni un produit technique. C'est un produit individuel que l'individu riche de richesses naturelles sera plus qualifié qu'un autre pour acquérir et pour garder tout le temps que sa matière occupera l'espace et le temps d'un homme. L'homme vit dans des grandeurs libres. Merci. Merci pour l'écoute, merci pour la lutte, merci pour le vraiment, je vous salue.